Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources concernant la naissance de William Branham. On a déjà regardé sa date de naissance. Maintenant, on s'attaque à autre chose. Oui, bonjour. On se concentre cette fois sur ce récit d'une lumière, une lumière surnaturelle qui serait apparue à sa naissance. Vous savez, la lumière sur le berceau. C'est ça. Et les documents qu'on a, ils analysent les différentes versions que Branham lui-même a pu donner. Notre but, c'est vraiment de voir la cohérence, la plausibilité. D'accord. Alors, l'affirmation de départ, c'était en septembre 1951, c'est ça. Il disait être né le 6 avril 1909, vers 5 heures du matin. Oui. Et que, peu après sa naissance, une lumière est entrée par la fenêtre, s'est posée sur lui, et cette lumière, l'aurait suivi toute sa vie, expliquant son ministère particulier. Maintenant, vous dites donc, frère Branham, qu'est-ce qui rend votre ministère si remarquable, cette dernière déclaration? Quand j'étais un petit garçon, je suis né ici dans le comté de Cumberland, dans le Kentucky, dans une petite cabane en rondin. Ma chère vieille mère est assise ici ce soir dans cet auditorium. Elle avait 15 ans à ma naissance. Mon père en avait 18. Le matin où je suis né, il se tenait là avec ce qu'on m'a rapporté, avec ses mains dans les bavettes de sa salopette. Et par une drôle de petite fenêtre sur le côté de la hutte, après ma naissance, une lumière est entrée. Par cette fenêtre-là, elle s'est posée là où j'étais. Elle m'accompagne depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Bon, déballons ça un peu. Alors, l'analyse pointe tout de suite une première incohérence, en fait, sur la façon dont la lumière entre. Si en 51, elle entre juste par la fenêtre, voilà, après la naissance, plus tard, genre en avril 59 ou juin 55, là, il raconte qu'il a fallu ouvrir la fenêtre. Ah oui? Oui, parce que la bougie, elle éclairait pas assez, et c'était, il dit, au point du jour. Il précise même c'était le jour. Et alors, quand je suis né, et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Vers les 5 heures, juste au point du jour, et quand ils ont ouvert la petite fenêtre... D'accord. Donc la lumière, elle n'entre que quand on ouvre cette fenêtre. Et là, l'analyse pose la question, qui a ouvert cette fenêtre au juste? Oui, bonne question. Et justement, les sources qu'on a, elles donnent différentes versions, c'est bien ça? Exactement, ça dépend des sermons en fait. L'analyse cite un sermon de juillet 52, où ce serait la sage-femme, sa grand-mère donc. Sa grand-mère. Et là-dedans, dans cette petite cabane en rondin, ce matin-là, le 6 avril, quand la sage-femme a ouvert la fenêtre afin que la lumière puisse éclairer pour monter, pour permettre à maman et à papa de voir à quoi je ressemblais. Quand ils ont regardé dans, une lumière est entrée là par la fenêtre en tourbillonnant, elle avait la taille d'un oreiller. Quand la sage-femme a ouvert la fenêtre, ce serait la sage-femme, sa grand-mère donc. Sa grand-mère. 53, hop, c'est sa mère. Alors qu'elle venait d'accoucher, hein. Ah oui, quand même. Maintenant, notez donc cela dans votre Bible. Il ne m'a jamais rien dit, jamais, depuis que j'étais un bébé. Et cette colonne de feu est ma propre mère qui est assise là-bas au fond maintenant. Elle qui avait 15 ans lorsque je suis venu au monde, elle a ouvert la petite fenêtre et l'ange du Seigneur est entré et s'est tenu là. Et ma propre mère qui est assise là-bas au fond maintenant, elle a ouvert la petite fenêtre. C'est sa mère, alors qu'elle venait d'accoucher, hein. Ah oui, quand même. Et puis, dans un autre, en février 60, c'est son père. Et le matin de ma naissance, selon ce que ma mère me raconte, elle a ouvert une petite porte, sans vitre. C'était juste comme une fenêtre. Bien que ce fût une porte, elle l'a ouverte. C'est mon père qui l'a ouverte, pour qu'elle puisse me voir quand j'étais... Il m'a placé dans les bras de ma mère. C'était juste comme une fenêtre. C'est mon père qui l'a ouverte. C'est son père. D'accord, donc grand-mère, mère, père. L'analyse souligne que ça pose question, ces variations. Oui, c'est une des contradictions majeures relevées. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs. L'analyse note aussi une divergence sur où était le bébé lui-même. Ah oui. C'est-à-dire,
Dans certains récits, mai 51, mai 53 par exemple, il est dans les bras de sa mère sur le lit. Ce matin-là, à ma naissance là-bas, dans cette petite cabane, une lumière blanche, de la dimension d'environ je pense, à peu près comme un plat, ou un peu plus grand, à peu près comme, quelque chose dont je me représente à peu près la forme. Cela est descendu au-dessus du lit pendant 1 minute, ou quelque chose comme cela, après que la sage-femme m'eut déposé dans les bras de ma mère. Une lumière blanche. Cela est descendu au-dessus du lit, après que la sage-femme m'eut déposé dans les bras de ma mère. Dans les bras de ma mère. Il est dans les bras de sa mère sur le lit. Mais dans d'autres, mars 54, juin 55, on a l'impression qu'il est couché tout seul quelque part. D'accord. Et quand on a ouvert la fenêtre, le matin, à 5 heures du matin, lorsque je suis né, il y avait une lumière, nous en avons la photo. Elle a circulé dans la pièce et elle s'est tenue au-dessus du lit, là où j'étais. Il y avait une lumière et elle s'est tenue au-dessus du lit, là où j'étais. On a l'impression qu'il est couché tout seul quelque part. D'accord. Et puis encore plus tard, en avril 64, là il parle d'un petit berceau. Ma mère, qui est dans la gloire aujourd'hui, a dit qu'à l'heure où je suis né, cet ange du Seigneur est entré par la fenêtre et s'est tenu au-dessus du berceau où j'étais. Et s'est tenu au-dessus du berceau où j'étais. Là il parle d'un petit berceau. Un berceau carrément, donc dans les bras, seul, dans un berceau, ça fluctue pas mal comme détail, effectivement. Tout à fait, et c'est ce que l'analyse critique met en avant. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'analyse parle d'une explication, disons, naturelle, qui circulait déjà à l'époque. Oui, l'hypothèse d'un reflet. C'est ça, le reflet du soleil levant dans un miroir. Brenham, lui, il a nié ça, n'est-ce pas? En avril 59, il dit « pas de miroir chez nous » et puis à 5 heures du mat, le soleil est pas levé. Exact. Eh bien, ça s'était raconté aux alentours dans les montagnes là-bas que cette lumière était entrée. Alors, ils ont essayé d'expliquer la chose. Certains disaient que ce devait être le soleil qui s'était réfléchi dans un miroir de la maison. Seulement, il n'y avait aucun miroir dans la maison. Et le soleil n'était pas levé. Alors, il était trop tôt, 5 heures. Et le soleil n'était pas levé. Alors, il était trop tôt, 5 heures. À 5 heures du mat, le soleil est pas levé. Exact. Sauf que, et c'est là que l'analyse est assez fine, je trouve, elle oppose à ça les propres déclarations de Branham. Ah bon? Lesquelles? Il a lui-même dit que la fenêtre de la cabane donnait sur l'est. Ça, c'est en avril 64. D'accord, vers l'est. Cette lumière, tôt le matin, ne brillait pas assez pour que maman puisse voir comment j'étais ou à quoi je ressemblais. Alors, ils ont ouvert cette petite fenêtre qui était sur le côté, vers l'est. Vers l'est. D'accord, vers l'est. Il a aussi situé l'événement au lever du jour. Ça revient dans plusieurs récits. Avril 64, juin 55. Puisque des rouges-gorges chantaient, perchés dans les buissons qui se trouvaient à l'extérieur, quand le jour se levait, à 5 heures. Il a même parfois parlé de 6 heures du matin en avril 55. Et lorsque cette lumière est entrée ce matin-là à 6 heures, le 5 avril, ou plutôt le 6 avril 1909, cette lumière s'est tenue là au-dessus de ce petit lit d'enfant, un petit lit gigogne. Et lorsque cette lumière est entrée ce matin-là à 6 heures, 6 heures du matin, c'est plus 5 heures. Voilà. Et ma mère voulait voir à quoi je ressemblais. La lumière de la petite bougie ne suffisant pas, on avait donc ouvert la petite fenêtre au-dessus du lit. C'était le jour. C'était le jour. C'était le jour. Voilà. Et le point crucial cité par l'analyse, c'est que Branham décrit lui-même, dans un sermon d'avril 59, Oui. un morceau de miroir cassé. Il dit qu'il était cloué sur un vieux pommier, où Dans la cour de devant. Nous avions un vieux pommier dans la cour de devant. Et il y en avait aussi 3 ou 4 petits plus loin vers l'arrière. Et sur l'arbre du milieu, il y avait une vieille glace qui avait été brisée d'un miroir, d'un grand miroir. Et elle avait été fixée sur l'arbre avec quelques clous qu'on avait recourbés. Un peu comme ce que vous, les menuisiers qui sont à l'écoute, vous appelleriez des porte-manteaux. Ils avaient été recourbés pour tenir la glace en place. Et il y avait un vieux peigne en fer blanc. Et sur l'arbre du milieu,
Il y avait une vieille glace qui avait été brisée d'un miroir, d'un grand miroir. Attends, il dit qu'il n'y avait pas de miroir dans la maison, mais il parle d'un morceau de miroir dehors, sur un arbre, devant. Précisément. C'est ce que l'analyse relève, et elle fait le rapprochement. Fenêtre à l'est, événement au lever du soleil. L'analyse mentionne même des calculs levés scientifiques vers 6h14, ce jour-là, au Kentucky. Ah oui, donc ça correspondrait plus à 6h qu'à 5h. Exactement. Et ce fameux morceau de miroir dans la cour avant. Donc, l'hypothèse de l'analyse, c'est que le soleil levant, en se reflétant sur ce miroir extérieur, eh bien, ça a pu créer un ray de lumière. Qui serait entré par la fenêtre est au moment où on l'ouvrait. C'est ça. D'ailleurs, Branham dit lui-même en avril 64 qu'il y avait une lumière à la petite fenêtre avant qu'on l'ouvre. Mais un matin, dans une petite cabane en rondin, là, dans le Kentucky, comme l'ont dit ma mère et la sage-femme, le 6 avril 1909, à 5h du matin, quand le Seigneur Dieu m'a fait venir sur la terre, il y avait une lumière suspendue à la petite fenêtre. Ma mère était allongée sur un petit lit de balles d'avoine quand on a ouvert la fenêtre pour voir le genre d'enfant qu'elle avait eu. Une lumière est entrée en tourbillonnant. Il y avait une lumière suspendue à la petite fenêtre. Une lumière à la petite fenêtre avant qu'on l'ouvre. Ce qui pourrait tout à fait être un reflet vu de l'extérieur juste avant l'ouverture. Bon, alors face à tout ça, le miroir, l'heure, l'orientation, les versions qui changent, quelle est la conclusion de l'analyse qui nous est fournie ? Eh bien, en se basant vraiment uniquement sur ces incohérences internes, sur les détails donnés par Branham lui-même, l'analyse présentée dans nos sources estime que l'histoire de la lumière surnaturelle est, comment dire ? Très discutable. Très discutable, oui. Elle suggère qu'une explication naturelle, celle du reflet du soleil sur ce miroir extérieur, est en fait plausible, et même cohérente avec plusieurs éléments que Branham a lui-même décrits, malgré ses dénégations sur le miroir dans la maison. Et l'analyse, elle y va pas par quatre chemins pour qualifier l'événement, si j'ai bien compris. Non, effectivement. L'analyse critique qu'on a sous les yeux conclut en remettant très fortement en cause le côté surnaturel. Elle utilise même une expression assez directe, colonne de farce. Colonne de farce, d'accord. Voilà, pour suggérer que c'était peut-être plus une mise en scène ou une interprétation a posteriori qu'un miracle. C'est donc un examen très détaillé, basé sur les variations et les contradictions internes pointées par l'analyse des sources qu'on a eues. Tout à fait. Et pour terminer, l'analyse soulève une question, je trouve, assez importante. Oui. Quelles sont les implications quand des affirmations théologiques majeures, comme celle où Branham va plus tard s'identifier à cette colonne de feu, justement, sont bâties sur un récit originel dont la cohérence est mise à mal par l'analyse de ses propres versions. Ça interroge sur la solidité des fondations, en quelque sorte. Exactement, sur la solidité des fondations narratives de certaines croyances. C'est une piste de réflexion que l'analyse laisse ouverte. Comment comprendre qu'une lumière divine et spirituelle soit contrainte d'attendre à l'extérieur d'une cabane, incapable d'y pénétrer tant que quelqu'un n'ouvre une fenêtre? Par définition, une lumière véritablement divine et spirituelle transcende les lois de la matière. Aucun mur de bois, aussi épais soit-il, ne saurait constituer un obstacle à sa manifestation. Une lumière d'essence céleste n'est ni soumise aux barrières physiques, ni dépendante de gestes humains pour accomplir sa volonté. Elle n'a pas besoin d'une permission matérielle pour apparaître ou agir, car elle émane du domaine de l'infini et de l'absolu. En réalité, seule la lumière naturelle, celle du soleil, dépend d'une ouverture physique pour illuminer une pièce. Elle doit patienter qu'on lui ouvre une porte ou une fenêtre pour entrer. Ce n'est pas le cas de la lumière spirituelle, qui, dès lors qu'elle est authentiquement divine, pénètre les cœurs et les lieux sans limite ni contrainte. L'idée qu'elle attende sagement à la fenêtre jusqu'à ce qu'on daigne l'inviter semble incompatible avec sa nature souveraine. Cela évoque davantage une mise en scène symbolique ou une narration romancée qu'une véritable théophanie. À la lumière de ce qui précède, il devient évident, même pour un enfant, de discerner la véritable nature de cette fameuse lumière. Était-ce réellement une colonne de feu divine ou tout simplement une colonne de farce soigneusement orchestrée ?